Je n'aurais jamais imaginé me retrouver allongée dans un lit d'hôpital, le téléphone à la main, alors que mon univers s'effondrait autour de moi. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit un mardi après-midi gris à Paris. Le bip régulier du moniteur cardiaque était devenu mon compagnon constant, m'enveloppant d'une étrange normalité malgré les murs immaculés et l'odeur antiseptique qui flottait dans l'air. 3 semaines plus tôt, j'avais été admis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour une intervention censée être routinière. Des complications sont survenues, comme il arrive parfois, et me voilà toujours connecté aux machines, perfusé, mon corps se transformant en champ de bataille moderne. Les médecins restaient optimistes, mais la convalescence avançait bien plus lentement que prévu. La solitude s'était immiscée en moi, avec des heures de visite très limitées et une famille qui semblait absorbée par sa propre vie. C'est lors d'un de ces instants de repli que j'ai décidé de consulter mes réseaux sociaux. Je n'avais rien publié concernant mon long séjour à l'hôpital, j'ai toujours été réservé en matière de problèmes de santé. En feuilletant mon fil d'actualité sur Facebook, mon pouce s'est figé sur une image qui a fait rater un battement à mon cœur, provoquant le protestataire signal sonore du moniteur à côté de moi. Sur l'écran, les visages familiers de ma famille me souriaient. Ma sœur Sophie, son mari Thomas, leurs enfants Émilie et Jacques, et même mes parents. Mais ils n'étaient pas réunis autour d'un barbecue de jardin ou lors d'un dîner familial habituel. Non, ils se tenaient sur une plage immaculée, avec en toile de fond des cocotiers se balançant doucement et les eaux cristallines d'un lieu que j'ai immédiatement reconnu comme étant la Martinique. La confusion m'envahit, rapidement suivie d'un sentiment de malaise profond. J'ai tapoté l'image, et la légende de Sophie est apparue. Merci pour ces vacances surprises incroyables, ma sœur. On passe un moment de folie au Club Med en Martinique. #chanceuse #temps sans famille, mon esprit s'emballait pour comprendre ce que je voyais. Je n'avais organisé aucune escapade surprise. Au contraire, je ne pouvais même pas quitter l'hôpital. En faisant défiler d'autres photos clichés de repas gastronomiques, de mon neveu apprenant à faire de la plongée, de mes parents se prélassant près d'une piscine à débordement, les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Les doigts tremblants, j'ai ouvert mon application bancaire, redoutant ce que j'allais y découvrir. Là, en chiffres froids et précis, se trouvait une opération de plus de 15 000 € au Club Med. Ma carte de crédit avait été utilisée à son maximum pour financer des vacances dont je n'avais aucune idée, pendant que j'étais là, seule et en souffrance. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Je sentis ma poitrine se resserrer, le moniteur à mes côtés bipait de plus en plus fort à mesure que mon rythme cardiaque s'accélérait. Une infirmière entra, le visage empreint d'inquiétude, mais je la repoussai d'un geste, forçant un sourire et marmonnant quelque chose à propos d'un courriel surprenant. Lorsque le choc initial se dissipa, une étrange sérénité s'installa en moi. J'avais l'impression de me regarder de l'extérieur, observant ma propre réaction avec une curiosité détachée. Une partie de moi aurait voulu crier, appeler immédiatement ma famille et exiger des explications. Mais une autre, plus forte, comprit l'importance de ce moment. La manière dont je réagirais définirait tout ce qui suivrait. Je pris une profonde inspiration, grimaçant légèrement à la douleur des points de suture, et posai mon téléphone sur la table de chevet. Les visages joyeux de ma famille me regardaient, leur allégresse contrastant cruellement avec le tumulte intérieur. Je fermai les yeux, m'accrochant au rythme régulier du bip du moniteur pour me recentrer. Quand je rouvris les yeux, j'avais pris une décision. Je ne les confronterais pas encore. Il me fallait plus d'informations, comprendre toute l'ampleur de ce qui s'était passé avant de passer à l'action. D'ailleurs, soyons honnêtes, je ne savais pas si j'avais l'énergie pour une confrontation à l'instant. Mon corps était encore en convalescence, et l'impact émotionnel de cette découverte menaçait déjà de me submerger. Je repris mon téléphone et entrepris de passer en revue méthodiquement chaque publication, chaque photo, chaque commentaire. Je reconstituis mentalement la chronologie de leurs vacances, jour après jour. Ils étaient arrivés en Martinique il y a une semaine, quelques jours seulement après la dernière visite familiale. Le séjour tout compris expliquait le prélèvement important sur ma carte de crédit. En m'attardant sur les moindres détails, j'aperçus des éléments qui ne faisaient qu'amplifier la douleur de la trahison. Ma mère, portant le chapeau de paille que je lui avais offert à Noël l'année dernière. Mon neveu, tenant fermement le masque de plongée que j'avais choisi pour son anniversaire.
C'était comme s'ils avaient emporté avec eux des morceaux de moi lors de ces vacances volées, pendant que j'étais laissée pour compte. Plus je découvrais de publications, plus les questions s'accumulaient. Comment avait-il eu accès aux informations de ma carte? Tout cela était-il prémédité, ou le fruit d'une décision impulsive? Et, par-dessus tout, comment pouvait-il s'amuser autant pendant que je restais ici, seule et en pleine lutte contre mes complications post-opératoires? Au fil de l'après-midi, la calme initiale se mua en une colère sourde prête à éclater. Je serrais mon téléphone avec force, les jointures blanchies par la tension. La partie rationnelle de mon esprit tentait d'élaborer des explications. Peut-être y avait-il eu un malentendu, peut-être pensait-il que j'avais organisé cette surprise avant mon hospitalisation. Mais chaque photo souriante, chaque mise à jour insouciante faisait s'effriter ces excuses fragiles. Un coup frappé à la porte me tira de mes pensées. Le docteur Laurent, mon médecin traitant, entra avec un sourire qui s'effaça aussitôt en voyant mon expression. « Tout va bien, Alexandre ?» demanda-t-il, l'inquiétude dans la voix. Je restai un instant silencieux avant de secouer la tête. « Juste, des nouvelles familiales inattendues », répondis-je d'un ton mesuré. Le docteur Laurent hocha la tête avec compassion. « Je suis désolé d'entendre ça. Mais essaie de ne pas te laisser trop stresser. Ta convalescence progresse, et tout stress supplémentaire pourrait la ralentir. » Ces paroles étaient un rappel brutal de ma situation actuelle. Autant j'avais envie de ressasser la trahison, autant je devais me concentrer sur ma guérison. Je lui souriais faiblement pendant qu'il prenait mes constantes. Et suivait sa routine habituelle. En s'éloignant, il se retourna à la porte. « Alexandre, la famille peut être à la fois notre plus grand soutien et notre plus grand défi. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que ta santé passe avant tout. Tout le reste pourra attendre jusqu'à ce que tu sois plus fort. » Ces mots restèrent gravés en moi longtemps après son départ. La nuit tomba, dans le calme feutré de l'hôpital, je me surpris à fixer la ville illuminée de Paris. Quelque part, ma famille devait admirer un ciel tout aussi différent, peut-être celui d'une nuit tropicale dans les Caraïbes. La distance entre nous paraissait insurmontable, et pas seulement en kilomètres. À cet instant, je pris une nouvelle résolution. Je ne laisserai pas cette trahison définir qui j'étais ni compromettre ma guérison. Je me remettrai sur pied, deviendrai plus fort, et, le moment venu, j'affronterai ma famille avec toute la force de ma déception et de ma colère. Mais pour l'instant, il fallait que je guérisse corps et âme. En m'endormant, mes rêves se peuplaient de plages de sable blanc et du rire éclatant de ma famille. Dans ces songes, je n'étais pas abandonnée, j'étais à leur côté, en pleine santé, profitant du soleil et de la mer. Cette vision douce amère me donnait un but, un horizon à atteindre. Le lendemain matin, je me réveillai au son discret des machines et du léger brouhaha d'un hôpital qui reprenait vie. Pendant un bref instant, entre sommeil et éveil, tout semblait normal. Puis, comme une vague déferlante, le souvenir de la découverte de la veille m'envahit à nouveau, la trahison familiale, les vacances volées, l'utilisation non autorisée de ma carte, tout semblait être sorti d'un mauvais rêve. Pourtant, en attrapant mon téléphone, je savais que tout était bien réel. Après un profond soupir, je déverrouillai l'écran. Les visages radieux de ma famille sur cette plage martiniquaise me renvoyaient une image cruelle du contraste entre leur joie et le blanc stérile de ma chambre d'hôpital. Une douleur sourde me serra la poitrine, sans lien direct avec mon état de santé. Je pris mon courage à deux mains et décidai de plonger à nouveau dans l'univers des réseaux sociaux, déterminé à reconstituer l'ampleur exacte de ce qui s'était passé. Je commençai par la page Facebook de Sophie. Ma sœur avait toujours été la fêtarde de la famille, diffusant en continu mise à jour, check-in et ses photos. Ses vacances n'étaient pas différentes. Je parcourus photo après photo, chacune ravivant une blessure déjà profonde. Il y avait une image de Sophie et Thomas trinquant avec des cocktails colorés dans un bar en bord de plage. La légende disait, « Il est l'heure quelque part. » Merci, ma sœur, d'avoir rendu cela possible. #mode vacances #source de l'excellence. L'ironie de ce hashtag ne m'échappa pas. Sœur de l'excellence, en effet. Puis s'enchaînèrent une série de clichés montrant ma nièce et mon neveu, Émilie et Jacques. Ils construisaient des châteaux de sable, les yeux étincelants de joie et d'émerveillement.
Dans une image particulièrement douloureuse, Jacques tenait une petite tortue, son sourire édenté plus large que jamais. La légende disait, la première rencontre de Jacques avec une tortue de mer. Il remercie tant Alexandre pour cette expérience incroyable. #amoureux de la nature #tantédéal. Chaque photo, chaque légende, semblait être un coup de poignard supplémentaire. Ils utilisaient mon nom, me remerciant pour des moments dont je n'avais aucune connaissance, créant des souvenirs dont j'étais exclu. Et pendant ce temps, moi, j'étais là, seul, luttant contre les suites d'une chirurgie qui devait être banale. Au fur et à mesure de mon défilement, je remarquais des détails qui accentuaient encore la blessure. Ma mère, arborant le chapeau de paille que je lui avais offert le Noël précédent. Mon neveu, serrant le masque de plongée que j'avais choisi pour son anniversaire. C'était comme s'ils avaient emporté avec eux une part de moi lors de ces vacances interdites, tandis que je restais abandonnée. Plus je regardais, plus les questions se multipliaient. Comment avait-il pu accéder aux informations de ma carte bancaire? Est-ce que tout cela était planifié de longue date, ou bien était-ce le fruit d'une décision impulsive? Et le plus douloureux, comment pouvait-il se divertir ainsi pendant que je luttais ici, seule et en difficulté? Au fil de l'après-midi, la sérénité initiale se délitait peu à peu, laissant place à une colère sourde prête à éclater. Je serrais mon téléphone de plus en plus fort, les jointures blanchies par l'émotion. La partie rationnelle de mon esprit tentait de trouver des explications. Peut-être s'agissait-il d'un malentendu, peut-être avait-il cru que j'avais organisé cette surprise avant mon hospitalisation. Mais chaque photo joyeuse, chaque mise à jour insouciante, anéantissait ces explications fragiles. Un coup à la porte me sortit de mes pensées. Le docteur Laurent, mon médecin traitant, entra d'un pas mesuré, son sourire se dissolvant en voyant mon expression. « Tout va bien, Alexandre ?» demanda-t-il, l'inquiétude perçue dans sa voix. Je restai quelques instants en silence avant de secouer la tête. « Juste quelques nouvelles familiales inattendues », dis-je en essayant de garder un ton neutre. Le médecin hocha la tête avec compassion. « Je suis désolé d'entendre cela. Mais essaie de ne pas te stresser outre mesure. Ta convalescence avance, et tout stress supplémentaire pourrait la ralentir. » Ces mots me rappelaient brutalement ma réalité. Autant j'avais envie de ressasser cette trahison, autant je devais me concentrer sur ma guérison. Je lui souris faiblement pendant qu'il prenait mes constantes et procédait à sa routine habituelle. Avant de partir, il se retourna à la porte. « Alexandre, la famille peut être à la fois notre plus grand soutien et notre plus grand défi. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que ta santé prime. Le reste pourra attendre jusqu'à ce que tu sois plus fort. » Ces paroles résonnèrent en moi bien après son départ. La nuit tombée, dans le silence de ma chambre d'hôpital, je regardais les lumières scintillantes de Paris. Quelque part, ma famille devait admirer un ciel différent, peut-être celui d'une nuit tropicale dans les Caraïbes. La distance entre nous semblait insurmontable, pas seulement en kilomètres. C'est à ce moment précis que je pris une nouvelle décision. Je ne laisserai pas cette trahison définir qui j'étais ni compromettre ma guérison. Je me remettrai sur pied, deviendrai plus fort, et, quand le moment serait venu, j'affronterai ma famille avec toute l'intensité de ma déception et de ma colère. Mais pour l'instant, il me fallait guérir tant physiquement qu'émotionnellement. Au fil de la nuit, alors que je m'endormais, mes rêves étaient peuplés de plages de sable blanc et des rires résonnants de ma famille. Dans ces songes, je n'étais pas abandonnée, j'étais là, parmi eux, entier et en pleine santé, profitant du soleil et de la mer. Cette vision douce amère me donnait un objectif vers lequel tendre. Le lendemain, je me réveillai au son discret des machines et au murmure d'un hôpital qui reprenait vie. Un instant suspendu entre le sommeil et l'éveil, tout semblait normal. Puis, comme une déferlante, les souvenirs de la découverte d'hier m'envahirent de nouveau. La trahison, ces vacances volées, l'utilisation non autorisée de ma carte, tout ressemblait à un cauchemar. Pourtant, en attrapant mon téléphone, je savais que tout était bien réel. Après un profond soupir, je déverrouillai l'écran. Les visages radieux de ma famille sur cette plage martiniquaise me renvoyaient une image cruelle, en contraste saisissant avec le blanc stérile de ma chambre d'hôpital. Une douleur sourde m'envahit, non liée à mon état de santé.
Rassemblant mes forces, je décidai de plonger à nouveau dans le fil de mes réseaux sociaux, déterminé à reconstituer l'ampleur exacte de ce qui s'était passé. Je commençai par consulter la page Facebook de Sophie. Ma sœur avait toujours été l'âme de la fête, inondant le réseau de mise à jour, check-ins et photos. Cette escapade n'était pas différente. Je feuilletais photo après photo, chacune ravivant une blessure déjà profonde. Il y avait une photo de Sophie et Thomas trinquant avec des cocktails colorés dans un bar en bord de plage. La légende disait, il est toujours 5 heures quelque part. Merci, ma sœur, d'avoir rendu cela possible. #vacances, #sœur extraordinaire. L'ironie de ce hashtag ne m'échappa pas. Sœur extraordinaire, en effet. Vint ensuite une série de clichés montrant ma nièce et mon neveu, Émilie et Jacques. Ils construisaient des châteaux de sable, leurs visages illuminés d'émerveillement. Dans une image particulièrement douloureuse, Jacques tenait une petite tortue, son sourire édenté plus large que jamais. La légende lisait, la première rencontre de Jacques avec une tortue de mer. Il remercie tant Alexandre pour cette expérience incroyable. #amoureux de la nature, #temps idéal. Chaque photo, chaque légende, semblait être un nouveau coup de poignard. Ils utilisaient mon nom pour me remercier de moments dont je n'avais aucune connaissance, créant des souvenirs dont j'étais inexorablement exclu. Et pendant ce temps, moi, je luttais seul contre les suites d'une opération qui se voulait banale. Au fur et à mesure, les interrogations s'intensifiaient. Comment avait-il eu accès aux informations de ma carte bancaire? Ce plan avait-il été minutieusement préparé ou résultait-il d'une impulsion de dernière minute? Et, surtout, comment pouvait-il s'amuser ainsi pendant que je restais ici, isolé et en pleine lutte? Au fil de l'après-midi, la sérénité initiale se délitait, laissant place à une colère bouillonnante. Je serrais mon téléphone de plus en plus fort, les jointures blanchissant sous la tension. La partie rationnelle de mon esprit tentait d'inventer des explications. Peut-être y avait-il eu un malentendu, peut-être pensait-il que j'avais voulu me faire une surprise avant mon hospitalisation. Mais chaque photo souriante, chaque mise à jour insouciante, anéantissait ces explications fragiles. Un coup à la porte me tira de mes pensées. Le docteur. Laurent entra à nouveau, son sourire s'effaçant en voyant mon expression. « Alexandre, tout va bien ?» demanda-t-il, l'inquiétude dans la voix. Je restai quelques instants silencieux avant de secouer la tête. « Juste quelques nouvelles familiales inattendues » répondis-je d'un ton mesuré. Il hocha la tête avec compassion. « Je suis désolé d'entendre cela. Mais essaie de ne pas trop te stresser. Ta guérison progresse, et tout stress supplémentaire pourrait la ralentir. » Ces mots me rappelaient crûment ma réalité. Autant j'avais envie de ressasser cette trahison, autant je devais me concentrer sur ma récupération. Je lui offris un sourire faible pendant qu'il prenait mes constantes et suivait sa routine habituelle. Avant de quitter la pièce, il se retourna. « Alexandre, la famille peut être à la fois notre plus grand soutien et notre plus grand défi. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que ta santé passe avant tout. Le reste pourra attendre jusqu'à ce que tu sois plus fort. » Ces paroles résonnèrent en moi bien après son départ. La nuit tomba, dans le calme feutré de ma chambre d'hôpital, je regardais les lumières de Paris scintiller au loin. Quelque part, ma famille devait admirer un ciel différent, peut-être celui d'une nuit tropicale dans les Caraïbes. La distance entre nous paraissait insurmontable, bien au-delà des simples kilomètres. C'est à ce moment précis que je pris une décision. Je ne laisserai pas cette trahison définir ma personne ni compromettre ma guérison. Je me relèverai, deviendrai plus fort, et, quand le moment serait venu, j'affronterai ma famille avec toute l'intensité de ma déception et de ma colère. Mais pour l'instant, il fallait que je guérisse corps et âme. Les heures passèrent, et bientôt je m'endormis, mes rêves se peuplant de plages immaculées et des rires de ma famille. Dans ces songes, je n'étais pas laissé pour compte, j'étais avec eux, entier et en pleine santé, profitant du soleil et de la mer. Cette vision, douce amère, me donnait un but. Le jour se leva, au son discret des machines et du léger brouhaha d'un hôpital qui reprenait vie, je me sentis un instant suspendu entre le sommeil et l'éveil. Puis, tel un raz de marée, les souvenirs de la découverte de la veille m'envahirent à nouveau. La trahison de ma famille, ces vacances volées,
l'utilisation non autorisée de ma carte, tout semblait irréel, mais en attrapant mon téléphone, je savais que c'était bien la réalité. Je pris une profonde inspiration et déverrouillai mon écran. Les visages radieux de ma famille sur cette plage martiniquaise me renvoyaient une image crue, en contraste saisissant avec le blanc stérile de ma chambre d'hôpital. Une douleur sourde s'empara de moi, sans lien direct avec mon état de santé. Rassemblant mon courage, je décidai de replonger dans l'univers des réseaux sociaux pour comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. Je parcourus méthodiquement chaque publication, chaque photo, chaque commentaire, reconstituant mentalement la chronologie de leurs vacances. Ils étaient arrivés en Martinique il y a une semaine, quelques jours seulement après la dernière visite de la famille. Le forfait tout compris expliquait le prélèvement important sur ma carte. Au fil des images, de petits détails s'ajoutaient à la blessure. Ma mère portant le chapeau que je lui avais offert à Noël, mon neveu. Avec l'équipement que j'avais choisi pour lui. C'était comme s'ils avaient emporté avec eux des fragments de mon être lors de ces vacances volées, tandis que je restais seule. Plus je découvrais, plus les questions se multipliaient. Comment avait-il eu accès à mes informations bancaires ? Tout cela avait-il été prémédité ou était-ce le fruit d'une décision impulsive ? Et, par-dessus tout, comment pouvait-il s'amuser ainsi pendant que je luttais ici, isolée et en difficulté ? L'après-midi avançait, et ma calme initiale se délitait, remplacée par une colère sourde prête à éclater. Je serrais mon téléphone de toutes mes forces, mes jointures blanchissant sous la tension. La partie rationnelle de mon esprit tentait de trouver des explications. Peut-être s'agissait-il d'un malentendu, peut-être avait-il cru que j'avais organisé cette surprise avant mon hospitalisation. Mais chaque photo souriante, chaque mise à jour insouciante, faisait s'effriter ces explications fragiles. Finalement, un coup à la porte me fit sursauter. Le docteur. Laurent entra à nouveau, son sourire s'effaçant en voyant mon visage tendu. « Alexandre, tout va bien ?» demanda-t-il, l'inquiétude dans la voix. Je restai silencieux un instant avant de secouer la tête. « Juste quelques nouvelles familiales inattendues », répondis-je, essayant de maintenir une voix calme. Il hocha la tête avec compassion. « Je suis désolé d'entendre cela. Mais essaie de ne pas trop te stresser. Ta guérison progresse, et tout stress supplémentaire pourrait la ralentir. » Ces paroles étaient un rappel brutal de ma réalité. Autant j'avais envie de ressasser cette trahison, autant je devais me concentrer sur ma convalescence. Je lui offris un faible sourire pendant qu'il prenait mes constantes et procédait à sa routine habituelle. Avant de quitter la pièce, il se retourna et ajouta : « Alexandre, la famille peut être à la fois notre plus grand soutien et notre plus grand défi. Quoi qu'il arrive, souviens-toi que ta santé passe avant tout. Le reste pourra attendre jusqu'à ce que tu sois plus fort. » Ces mots résonnèrent en moi bien après son départ. La nuit tomba, dans le silence feutré de ma chambre d'hôpital, je regardais les lumières scintiller au loin dans Paris. Quelque part, ma famille devait admirer un ciel différent, peut-être celui d'une nuit tropicale dans les Caraïbes. La distance entre nous paraissait insurmontable, bien plus que de simples kilomètres. Ainsi, je décidai de ne pas laisser cette trahison définir qui j'étais ni compromettre ma guérison. Je me relèverais, deviendrais plus fort, et, quand le moment serait venu, j'affronterais ma famille avec toute l'intensité de ma déception et de ma colère. Mais pour l'instant, il fallait que je guérisse tant mon corps que mon cœur. Au fil de la journée, je continuais de scruter mon téléphone, actualisant sans cesse les réseaux sociaux, à la recherche de nouveaux indices, de nouvelles preuves de leur trahison. C'était comme gratter une plaie, je savais que cela ne ferait qu'aggraver la douleur, mais je n'arrivais pas à m'en empêcher. Le soir venu, j'avais reconstitué un tableau complet de leurs vacances. Ils séjournaient dans l'un des hôtels les plus luxueux de Martinique, profitant de tous les plaisirs qu'offrait ce lieu idyllique. Soins de spa, repas gastronomiques, sports nautiques, excursions, ils en faisaient tout. Et à chaque publication, chaque photo, chaque check-in, ils ne manquaient jamais de me remercier, exprimant leur gratitude pour cette surprise incroyable. L'ironie était presque insupportable. Ils me remerciaient pour quelque chose dont je n'avais aucune connaissance, pour une dépense de milliers d'euros que je ne pouvais me permettre, et ce, pendant que j'étais clouée dans un lit d'hôpital. Le fossé entre leur perception et ma réalité était abyssal.
Quand la nuit tomba et que le calme s'installa à nouveau dans l'hôpital, je fixai une photo de famille publiée plus tôt dans la journée. Tous réunis sur la plage, en contre-jour d'un coucher de soleil époustouflant, les bras enlacés. La légende disait, reconnaissant pour ces moments ensemble. Tu nous manques, Alexandre. Rétablis-toi vite. #famille #magie du soleil, ces derniers mots, tu nous manques, et rétablis-toi vite, sonnaient creux. Si vraiment il souhaitait ma présence, pourquoi n'avait-il pas attendu que je me rétablisse? S'il tenait à ma santé, pourquoi m'avait-il abandonné dans un moment de détresse? Je posai mon téléphone, épuisé par cette montagne russe émotionnelle. Le poids de la journée se faisait sentir, et bientôt le sommeil se fit attendre. Avant de m'endormir, je me promis qu'une fois rentré, nous aurions une discussion franche et douloureuse, un face-à-face inévitable sur ce que nous étions devenus en tant que famille. Quelques jours plus tard, alors que je poursuivais ma convalescence, une agitation se fit entendre dans le couloir de mon service. Des voix familières se rapprochèrent de ma chambre, rompant la monotonie de l'hôpital. Mon cœur s'accéléra tandis que j'entendais l'arrivée de ma famille. La porte s'ouvrit brusquement, et ils entrèrent, affichant tour à tour excitation et une culpabilité mal dissimulée. Sophie menait la troupe, les bras chargés de sacs cadeaux colorés. Derrière elle, Thomas guidait ma nièce et mon neveu, Émilie et Jacques. Mes parents complétaient le tableau, ma mère serrant dans ses bras un grand bouquet de fleurs tropicales. Surprise, scandèrent-ils à l'unisson, leur voix résonnant trop fort dans la petite chambre d'hôpital. Je ressentis une vive douleur, autant à cause de leur exubérance que de l'ironie de leur arrivée. Pendant un bref moment, je fus sans voix. Les voir en chair et en os, bronzés et détendus après leurs vacances, était surréaliste après une semaine de découverte virtuelle. Le décalage entre leur humeur joviale et mon tumulte intérieur était saisissant. Sophie s'approcha de mon lit, souriante mais les yeux trahissant une nervosité palpable. « Salut, ma sœur. Tu nous as tellement manqué. Comment te sens-tu » demanda-t-elle doucement. Je pris une profonde inspiration pour me ressaisir. « Je me remets » répondis-je en gardant une voix neutre. « Et vous, comment s'est passée votre escapade ?» Un éclair d'hésitation traversa le regard de Sophie avant de se transformer en enthousiasme. « Oh, Alexandre, c'était incroyable. On ne te remerciera jamais assez pour cette surprise. Même si, au fond, on aurait aimé que tu sois avec nous. » Les autres se mirent à intervenir tour à tour. « Oui, tante Alexandre, c'était le top. J'ai nagé avec des dauphins » s'exclama Jacques, tout excité. « L'hôtel était splendide, mon chéri. Ton père a même essayé la plongée pour la première fois » ajouta ma mère en déposant le bouquet sur ma table de chevet. Je hochai la tête, tentant de masquer le tumulte intérieur. Leur effervescence contrastait cruellement avec la douleur et la solitude qui m'habitaient. Alors qu'ils parlaient à voix haute de leurs aventures, j'avais l'impression d'observer la scène de l'extérieur, comme si je ne faisais plus partie du tableau. Finalement, au cœur d'un bref moment de silence, je pris la parole. « Je suis content que vous ayez passé de si belles vacances », dis-je d'une voix calme mais teintée d'amertume. C'était une sacrée surprise, presque autant que de voir toutes ces publications sur des vacances que j'aurais soi-disant organisées et payées. Le silence tomba lourdement dans la pièce. Le visage de Sophie se décomposa, Thomas se tortilla d'inconfort, et mes parents échangèrent un regard inquiet. « Alexandre » commença mon père, hésitant, on avait pensé, enfin, on avait supposé. « Supposé quoi, papa » répliquai-je, mon calme s'effritant. « Que j'aurais secrètement organisé et financé des vacances de luxe pendant que je suis cloué dans un lit d'hôpital ? Que vous pourriez vous éclater pendant que je lutte ici, seule et aux prises avec les complications de ma chirurgie ?» Mes mots furent plus tranchants que je ne l'avais prévu. Je vis Émilie et Jacques se recroqueviller, l'incompréhension et l'inquiétude se lisant sur leurs visages. Une vague de culpabilité m'envahit, ils étaient innocents dans tout cela. Mais le barrage des émotions s'était brisé, et je ne pouvais plus retenir ma douleur. « Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai ressenti ?» continuai-je, la voix tremblante. Faire défiler mon téléphone, me sentir seule et terrifiée pour ma santé, pour finalement voir que vous viviez des vacances sur une plage en Martinique ? Découvrir que quelqu'un avait utilisé ma carte de crédit sans mon consentement ?
Sophie s'avança, le visage empreint de regret. Alexandre, nous sommes sincèrement désolés. On n'a jamais voulu te blesser. On croyait que c'était ta manière de nous rassurer sur ta convalescence, de nous offrir quelque chose de positif pendant que tu te rétablissais. Je la fixais, incrédule. Et jamais l'idée ne vous est venue de me demander, de vous interroger sur le fait que je n'avais jamais mentionné ce cadeau soi-disant généreux. On voulait, intervint Thomas d'une voix basse. Mais on a pensé que tu voulais garder la surprise, et une fois sur place, tout nous semblait plus simple. Plus simple, répétai-je, ce mot amer sur ma langue. Oui, apparemment, il était bien plus simple de profiter de vacances volées que d'affronter la réalité de ce qui se passait ici. Ma mère s'approcha et prit doucement ma main. Épuisée, je ne pus résister à ce contact maternel. Mon chéri, nous avons fait une terrible erreur. Nous nous sommes laissés emporter, et nous n'avons pas réfléchi. Peux-tu nous pardonner, murmura-t-elle. Je regardai tour à tour chacun d'eux, l'épaule affaissée de mon père, le regard embué de Sophie, la gestuelle mal à l'aise de Thomas, et l'inquiétude sur les visages de Jacques et Émilie. Une lassitude immense m'envahit. Je ne sais pas, dis-je en toute honnêteté. Je ne suis pas sûre de pouvoir pardonner, du moins pour l'instant. Ce que vous avez fait, ce n'est pas seulement une question d'argent, même si c'est important. Il s'agit de confiance, d'être présent quand la famille en a besoin. Et là, vous avez tous failli de manière spectaculaire sur les deux comptes. Un silence lourd s'installa. La joie et l'excitation qui avaient envahi la pièce à leur arrivée s'étaient évaporées, remplacées par une tension palpable. Chacun semblait chercher les mots justes pour offrir explication ou excuse, en vain. C'est finalement Jacques qui rompit le silence d'une voix tremblante. « Tante Alexandre, est-ce que vous êtes fâchée contre nous ? Vous ne nous aimez plus ?» Ces mots me transpercèrent comme un poignard. Les larmes me montèrent aux yeux en voyant l'inquiétude dans le visage de mon neveu. « Oh, Jacques, dis-je doucement en l'invitant à s'approcher, oui, je suis en colère et blessée. Mais je vous aime tous, et c'est ce qui rend la situation si difficile. Quand on aime quelqu'un, on attend qu'il soit à nos côtés dans les moments difficiles. Et je sens que vous n'avez pas été là quand j'en avais le plus besoin. » Émilie se joignit à lui près de mon lit. « On est désolé, tante Alexandre. On ne savait pas que ce cadeau ne venait pas vraiment de toi. Peut-on faire quelque chose pour arranger les choses ? » Je souris faiblement. « J'apprécie cela, Émilie. Et je sais que ni toi ni Jacques n'avez rien fait de mal. Mais arranger les choses, ça demandera du temps et des efforts de la part de chacun. » Je regardais les adultes présents. Nous avons beaucoup à discuter et à résoudre. Mais ici et maintenant, ce n'est pas le moment. Je suis encore en convalescence, et cette conversation ne m'aide pas. Je pense qu'il est préférable que vous rentriez. Nous en reparlerons une fois que je serai sortie de l'hôpital. Ils hochèrent la tête, abattus. En ramassant leurs affaires, Sophie resta près de moi. Alexandre, je ne sais pas quoi dire. Nous avons vraiment tout gâché. J'espère que nous trouverons un moyen de réparer cela. Je soutins son regard. J'espère aussi, Sophie. Mais cela nécessitera plus que de l'espoir. Il faudra des actions, de la responsabilité et surtout du temps. Beaucoup de temps. Un à un, ils quittèrent la chambre, le cœur lourd. Une fois la porte refermée, je laissai échapper un long soupir tremblant. La confrontation tant redoutée était terminée, mais je savais que ce n'était que le début d'un long processus de guérison de mon corps, certes, mais aussi de la confiance brisée au sein de ma famille. Alors que je m'allongeais, vidée mais soulagée d'avoir enfin exprimé mes sentiments, je réalisais que le chemin à parcourir serait difficile. Pourtant, une lueur d'espoir commençait à poindre. Ils m'avaient écouté. Ils avaient, ne serait-ce qu'en partie, compris l'ampleur de leurs actions. Et peut-être, juste peut-être, cela serait le déclic nécessaire pour reconstruire nos liens sur des bases plus sincères. Ce soir-là, en me glissant sous les draps, je me mis à rêver non plus de plages paradisiaques, mais de moments en famille réunis autour de mon lit d'hôpital, échangeant ouvertement et honnêtement, travaillant ensemble pour surmonter nos différends. Ce rêve, imparfait et semé de larmes, offrait néanmoins la possibilité d'une relation plus authentique et solide. Les jours suivants,
je me retrouvais dans un étrange état d'entre-deux émotions. La douleur initiale s'était transformée en un vide, mêlé à une curiosité tenace. Malgré la blessure, je ne pouvais m'empêcher de m'interroger sur les détails de cette escapade dans les Caraïbes. C'était comme toucher une blessure encore ouverte, douloureux, mais étrangement nécessaire. Lors d'une séance de kinésithérapie, Sophie m'appela. J'hésitais avant de décrocher, mais mon thérapeute, Michel, m'encouragea en me disant « Ça pourrait te faire du bien. Souviens-toi simplement de respirer. » J'acceptai finalement l'appel, mon « bonjour » se transformant en une question silencieuse. « Alexandre, dit-elle d'une voix hésitante, nous avons beaucoup réfléchi à tout ça. Nous voulons vraiment réparer nos torts. Je sais que tu as besoin de temps, mais j'aimerais t'expliquer ce qui s'est passé, non pas pour te justifier, mais pour que tu saches exactement ce qui s'est déroulé. Tu mérites de tout savoir. » J'hésitais, mais le mélange de remords et d'espoir dans sa voix me fit changer d'avis. « D'accord, » répondis-je finalement. « Mais pas tout de suite. Viens me voir ce soir. » Et Sophie ? Apporte les justificatifs. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur ma chambre d'hôpital, Sophie arriva, moins hâlée, plus sobre. Elle portait une grande enveloppe et une tablette. « Salut », dit-elle doucement en se tenant près de la porte. Je lui indiquai une chaise à côté de mon lit. « Là, assieds-toi, Sophie. Raconte-moi tout. » Elle prit une profonde inspiration et commença. « Tout a commencé il y a environ un mois. Maman a trouvé un courriel dans ta boîte, parlant d'un forfait vacances aux Caraïbes. Au début, elle pensait que c'était un spam, mais elle a remarqué qu'il était adressé personnellement à toi. » Je fronçai les sourcils. Elle fouillait dans mes mailles ? Sophie baissa les yeux, visiblement gênée. Elle disait simplement qu'elle nettoyait tes spams pendant ton opération. Quoi qu'il en soit, elle en a parlé à papa, qui se rappela que tu avais un jour mentionné vouloir offrir des vacances à la famille. Ils se sont persuadés que c'était ton cadeau tant attendu. Pendant que Sophie parlait, elle sortit de l'enveloppe des documents itinéraires de vol, réservation d'hôtel, activités tous à mon nom, tous réglés avec ma carte. Le forfait concernait le Club Med en Martinique, continua-t-elle. Il incluait des vols en première classe pour nous tous, une semaine dans 2 bungalows sur pilotis, et un forfait tout compris pour les repas et activités. Elle me tendit une brochure brillante. Les images d'eau cristalline, de plages immaculées et d'hébergements luxueux semblaient se moquer de moi. J'imaginais ma famille profitant de ce décor paradisiaque, tandis que j'en finissais avec mon traitement. Nous sommes arrivés un samedi, poursuivit-elle d'un ton nostalgique. Le vol était incroyable, aucun de nous n'avait jamais voyagé en première classe. Il y avait tant d'espace pour les jambes, et on nous servait du champagne avant le décollage. Jacques était aux anges de boire dans un vrai verre plutôt que dans un gobelet en plastique. Une douleur me transperça. J'aurais voulu être celui qui leur offrait cette première expérience de luxe, en voyant leur enthousiasme en direct. Sophie continua en détaillant leur arrivée au resort. Une voiture privée nous a récupérés à l'aéroport. Le chauffeur, un certain Gérard, était si sympathique qu'il nous a raconté toute l'histoire et la culture de la Martinique en route. À notre arrivée, nous avons été accueillis avec de l'eau de coco fraîche et des serviettes rafraîchissantes. Le hall, ouvert sur l'extérieur, offrait une vue imprenable sur la mer. C'était à couper le souffle. Tout en parlant, Sophie montrait des photos sur sa tablette. Malgré ma colère persistante, je ne pouvais m'empêcher d'être captivée par ces images. Le resort était splendide, un véritable paradis de sable blanc, d'eau turquoise et de jardins tropicaux luxuriants. Nos bungalows étaient extraordinaires, ajouta-t-elle en faisant défiler de nouvelles images. Conçus au-dessus de l'eau, avec un sol en verre permettant de voir les poissons nager en dessous, et chacun disposait d'un accès direct à la mer. La première chose qu'Émilie et Jacques ont faite, c'est de plonger, vêtements et tout. Je regardais la vidéo de mes enfants s'ébattant dans l'eau cristalline, leur rire résonnant comme un écho lointain. Ce moment de pure joie, exempte de tout souci d'adulte, me fit ressentir tour à tour une pointe de bonheur et une profonde tristesse de n'avoir pu le vivre à leur côté. Sophie reprit, la nourriture était incroyable. Il y avait 11 restaurants à thèmes différents. Maman et papa étaient tombés sous le charme du restaurant français, le Jardin.
Ils y ont goûté des escargots pour la première fois. Tu aurais dû voir la tête de papa. Elle rit légèrement, puis redevint sobre en se rappelant la situation. Continue, dis-je, plus posé malgré la douleur. Chaque jour, nous découvrions quelque chose de nouveau. Du poulet créole sur le grill de la plage au sushi dans un restaurant japonais, en passant par des pizzas au feu de bois près de la piscine. Et les boissons, il y avait un bar immergé où les barmen concoctaient des cocktails sur mesure. Thomas s'est pris de passion pour la dégustation de rhums différents. Au fur et à mesure que Sophie étalait les reçus, les chiffres me donnaient le vertige des centaines d'euros dépensés en dîners, soins de spa, excursions. C'était plus d'argent que je ne voyais en plusieurs mois, évaporé en une semaine de débauche tropicale. Nous avons participé à tant d'activités, poursuivit-elle, les yeux brillants malgré la gravité de l'instant. Plongée en apnée, kayak, paddle. Papa a même tenté le ski nautique, passant plus de temps dans l'eau que sur les skis, mais il adorait ça. Maman a découvert qu'elle avait un véritable talent pour le beach volley. Elle montra des photos de chaque activité, l'essai maladroit de papa en ski nautique, maman frappant un ballon de volley, Thomas et Sophie en session de parachute ascensionnel au-dessus de la mer turquoise. Les enfants ont participé à de nombreuses activités au club pour jeunes, apprenant un peu de patois martiniquais, réalisant des t-shirts Teyedi, et même essayant de jouer du steel drum. Mais le moment fort fut la journée où nous avons nagé avec les dauphins. Les images de dauphins, l'extase sur les visages de ma famille lors de cette rencontre magique, étaient particulièrement douloureuses à regarder. Jacques, habituellement réservé, rayonnait en serrant un dauphin contre lui. Émilie paraissait transportée par cette expérience, comme poussée par le courant de la joie. Ce n'était pas uniquement des activités organisées, ajouta Sophie. Nous avons fait une excursion aux chutes de la rivière Dunn, un site naturel où l'on peut gravir les cascades. L'eau était d'une fraîcheur incroyable, et la vue du sommet, époustouflante. Nous avons aussi visité une école locale et offert quelques fournitures aux enfants. Cela nous a fait du bien de redonner un peu. Je hochai silencieusement la tête, partagée entre l'admiration pour ce geste charitable et la frustration de voir mon argent dilapidé pour financer tout cela. Au fil de son récit, entre zipline dans la jungle, croisière en catamaran au coucher du soleil, et une soirée de musique et danse traditionnelle martiniquaise, un tourbillon d'émotions m'envahissait. Il y avait toujours la colère et la blessure, certes, mais aussi une nostalgie douce, un regret mêlé d'un mince espoir de voir ma famille retrouver un jour la sincérité qui nous avait toujours unis. Lors de notre dernière soirée, conclut Sophie d'une voix émue, nous avons dîné sur la plage, juste nous, avec une table dressée sur le sable, éclairée par des torches tiki, et un musicien local jouant du reggae acoustique. En regardant le soleil se coucher, maman a porté un toast en disant « à Alexandre », qui a rendu tout cela possible. Tu nous manques, et nous avons hâte de te remercier en personne. L'ironie de ce toast me frappa de plein fouet. Je détournai le regard, les yeux embués de larmes. Sophie étendit sa main, hésitante, vers la mienne. Alexandre, je sais que dire « désolé » ne suffit pas. Ce que nous avons fait est impardonnable à bien des égards. Nous nous sommes laissés emporter par l'excitation, en croyant que c'était ta façon de nous offrir une surprise. Nous aurions dû vérifier, te consulter. Il n'y a aucune excuse. Je pris une profonde inspiration pour calmer mes émotions. Tu as raison, Sophie. Il n'y a pas d'excuse. Merci toutefois de m'avoir tout raconté, d'avoir été honnête. Elle essuya une larme. Nous ferons tout pour arranger les choses, Alexandre. J'ai même déjà commencé à chercher comment te rembourser intégralement. Alors que Sophie rangeait les reçus et photos, je me retrouvais à un carrefour. La blessure restait vive, la trahison encore fraîche. Mais entendre le récit de ses vacances, voir la joie dans ses images, réveilla en moi le souvenir de l'importance de la famille, malgré tous nos travers. Sophie, appelai-je alors qu'elle se dirigeait vers la porte, la prochaine fois, planifions des vacances ensemble. Et que tout le monde soit impliqué. Un sourire timide se dessina sur son visage. Ensemble, acquiesça-t-elle doucement. Une fois la porte refermée, je me laissai tomber sur mes oreillers, épuisé mais étrangement soulagé d'avoir enfin exprimé mes sentiments. Je savais que le chemin du pardon serait long, mais peut-être avions-nous franchi la première étape.
Dans les jours qui suivirent ce récit détaillé, je me retrouvai plongé dans un tumulte d'émotions. Les murs immaculés de ma chambre d'hôpital devinrent le théâtre de mes pensées en ébullition. Chaque bip du moniteur, autrefois agacé, était devenu le métronome de mes réflexions vagabondes. Je me mis à faire de courtes promenades dans le couloir, non seulement pour accélérer ma guérison physique, mais surtout pour me donner l'espace de réfléchir. Les corridors aseptisés, au sol de linoléum grinçant et aux lumières fluorescentes, se transformèrent en un lieu de méditation. Accompagné de mon perfuseur, je disséquais mentalement chaque aspect de cette trahison. Lors d'une de ces marches, je croisis Inès, l'infirmière qui s'occupait de moi depuis mon admission. Son sourire chaleureux contrastait avec l'environnement clinique. « Tu as l'air pensif aujourd'hui, Alexandre », observa-t-elle en marchant à mes côtés. Je lui répondis faiblement, j'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Des problèmes familiaux, demanda-t-elle doucement. Puis, avec un sourire complice, tu sais, après 30 ans de soins, on apprend à déchiffrer les âmes. Tu veux en parler ? Je me sentis réconforté par sa sollicitude et, au fil de notre promenade, je me laissai aller à lui confier mes doutes et mes peines. Ces mots, emplis de sagesse, m'offrirent une perspective extérieure bien nécessaire. De retour dans ma chambre, en repensant aux souvenirs des dîners de famille, des Noëls chaleureux, et des moments de soutien mutuel, je réalisai que, malgré cette trahison, il y avait encore des liens précieux à préserver. Pourtant, les petites transgressions, les décisions prises sans m'en consulter, s'étaient accumulées, jusqu'à culminer en ce fiasco des vacances. La nuit venue, incapable de trouver le sommeil, je me mis à revoir sur mon téléphone les clichés des vacances, en essayant de déchiffrer chaque sourire, chaque moment de bonheur affiché. L'image d'un groupe de ma famille sur une plage au coucher du soleil me hantait. Pour un instant, je m'imaginais avec eux, sentant le sable chaud sous mes pieds et la brise marine caresser mon visage. Ce désir me semblait presque tangible, puis la réalité me rattrapait brutalement, j'étais ici, dans cet hôpital, trahi et en souffrance. Je posai le téléphone, et, en regardant par la fenêtre, je me perdis dans le panorama immuable de la ville. Une pointe d'envie pour cette constance, ce sentiment de sécurité, s'empara de moi. Ce n'était pas seulement une question de trahison, c'était une lutte pour retrouver ma place. À l'aube, je pris une décision, il me fallait parler à un professionnel. Le poids de mes émotions devenait insupportable. Plus tard dans la matinée, je demandai au docteur Laurent s'il pouvait me recommander un thérapeute. Son visage s'illumina à cette demande, et il me présenta immédiatement le nom de Madame Lydia Durand, une psychologue spécialiste des dynamiques familiales travaillant à l'hôpital. Madame Durand me reçut dans l'après-midi. Son cabinet, niché dans une aile plus chaleureuse de l'hôpital, contrastait avec la froideur de ma chambre. Des couleurs douces, un mobilier confortable et le léger murmure d'un générateur de bruit blanc créaient une atmosphère apaisante. Alexandre, commença-t-elle après que je me sois installé dans un fauteuil, pourquoi ne pas me raconter ce qui t'amène ici aujourd'hui ? Pendant 1 heure, je déversai toute mon histoire, la chirurgie, les complications, la découverte des vacances, la confrontation, le récit de Sophie, un flot ininterrompu de mots et d'émotions. Madame Durand écouta avec une attention bienveillante, posant quelques questions pour clarifier certains points, mais me laissant largement parler. Lorsqu'enfin le silence s'installa, elle se pencha légèrement vers moi et déclara « Alexandre, ce que tu ressens est tout à fait légitime. Tu as subi une véritable violation de confiance de la part de ceux qui te sont les plus proches. Il est normal de te sentir blessé, en colère et confus. » Ces mots furent comme un baume sur mes plaies. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, je me sentais véritablement écouté et compris. Mais, ajouta-t-elle, il faut aussi envisager que la confiance et la trahison ne sont pas des concepts figés. Elles existent sur un spectre, façonné par nos perceptions et attentes. Nous abordâmes alors la manière dont les dynamiques familiales pouvaient altérer notre compréhension de la confiance, comment des attentes tacites pouvaient engendrer des malentendus douloureux. Elle m'expliqua l'importance des limites, et comment le manque de ces dernières dans ma famille avait contribué à cette situation. « Est-ce que tu as déjà exprimé à ta famille que cela te dérangeait ?» me demanda-t-elle. Je dus admettre que je ne l'avais jamais fait.
J'avais toujours voulu être celui qui ne faisait pas de vagues, le membre de la famille qui acceptait tout sans broncher. Mais maintenant, je réalisais que mon silence avait été interprété comme une approbation. Pour clore la séance, Madame Durand me donna un exercice, écrire 2 lettres, une destinée à ma famille pour exprimer mes véritables sentiments, et une autre à moi-même pour reconnaître ma part de responsabilité dans ces dynamiques familiales. Tu n'es pas obligé d'envoyer la lettre à ta famille, expliqua-t-elle, l'objectif est de clarifier tes pensées et sentiments. La lettre pour toi-même est tout aussi essentielle. Nous oublions souvent de nous accorder la même bienveillance que celle que nous offrons aux autres. Ce soir-là, de retour dans ma chambre, je sortis le carnet que Sophie m'avait laissé et me mis à écrire. Les mots affluèrent, déversant une cascade d'émotions. Longtemps refoulées: la trahison, la douleur de l'exclusion, la colère d'avoir vu mon argent dépensé sans mon accord. Mais j'écrivis aussi sur l'amour, cet amour profond que je portais à ma famille malgré tout, sur la complexité des sentiments qu'elle faisait naître en moi, et sur le désir de trouver une issue, de rebâtir la confiance brisée. Écrire la lettre à moi-même fut encore plus difficile, me confrontant à mes propres manquements, accepter trop facilement que mes limites soient franchies, vouloir être la sœur et la fille, cool, au détriment de mes propres besoins. Lorsque j'eus terminé, je sentis un poids se lever sur mes épaules. La situation n'était pas résolue, mais j'avais franchi une étape cruciale. J'avais reconnu ma douleur, malgré tout, l'amour que je portais à ma famille. En me glissant dans mon lit, j'entrevis pour la première fois une lueur d'espoir. Le chemin du rétablissement serait long, mais j'étais prêt à entreprendre le travail nécessaire non seulement pour réparer le fossé familial, mais aussi pour me reconstruire moi-même. Plus tard, le jour de ma sortie de l'hôpital arriva, teinté d'appréhension et d'espoir. En rassemblant mes quelques affaires, j'eus le sentiment de préparer bien plus qu'un simple changement de lieu. C'était le début d'un nouveau chapitre, exigeant force, patience et une communication sincère. Le docteur Laurent vint me faire un dernier contrôle. Son sourire rassurant m'apporta un réconfort inattendu. « Eh bien, Alexandre, dit-il en consultant mon dossier, physiquement tu es prêt à rentrer. Et toi, comment te sens-tu émotionnellement ?» Je pris une profonde inspiration. « Honnêtement, je suis nerveux, mais je pense être prêt à affronter tout cela. » Il hocha la tête avec approbation. « C'est une attitude saine. Rappelle-toi, la guérison ne se limite pas au corps. Prends soin de toi, et n'hésite pas à demander de l'aide si besoin. » À cet instant précis, un coup à la porte attira notre attention. Mon cœur fit un bond lorsque Sophie fit son apparition. « Salut, murmura-t-elle, prêt à rentrer ?» Le trajet de retour fut silencieux, chargé d'une tension palpable. Arrivée devant mon immeuble, Sophie se tourna vers moi, les mains serrant fermement le volant de la voiture. « Alexandre, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « je sais que nous avons encore beaucoup à régler. Mais sache que nous sommes déterminés à arranger les choses, coûte que coûte. » Je hochai la tête, esquissant un sourire timide. « Merci, Sophie. Ce sera long, mais je suis prêt à essayer, si vous l'êtes. » Les semaines qui suivirent furent une danse fragile entre récupération physique et guérison émotionnelle. Ma famille, fidèle à sa promesse, se mobilisa autour de moi. Mais cette fois, c'était différent. Un nouveau respect pour mes limites s'installa, chaque décision était mûrement réfléchie. Mes parents se relayaient pour m'apporter des repas faits maison, prenant soin de me téléphoner avant de venir. Thomas se proposait d'aider pour les tâches ménagères, tout en respectant mes consignes. Et Sophie devint mon roc inattendu. Un après-midi, environ un mois après ma sortie, Sophie et moi étions assis dans mon modeste salon. La tension qui avait marqué nos débuts s'était adoucie, laissant place à une écoute prudente. « J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit à l'hôpital », commença-t-elle en jouant nerveusement avec le bord de sa chemise. « Et à propos de planifier des vacances en famille ?» Je haussai un sourcil, intrigué. « Et si on commençait par quelque chose de plus simple ? Un week-end, une escapade proche, par exemple au littoral breton. Juste la famille, sans artifice ni surprise, où chacun contribuerait et participerait à la planification ensemble. » L'idée éveilla en moi un mélange d'espoir et de réserve. « Ça pourrait être bien, » dis-je lentement. « Mais Sophie, tu dois comprendre, il ne s'agit pas seulement des vacances.
Il s'agit de confiance, de sentir que ma voix compte vraiment dans cette famille. Elle hocha la tête avec sincérité. Je comprends, Alexandre. C'est pour cela que je pensais qu'en planifiant ensemble, nous pourrions montrer que nous sommes prêts à changer. Après un moment de réflexion, je répondis, très bien. Mais établissons des règles claires, chacun contribue équitablement, toutes les décisions se prennent en groupe, et si quelqu'un se sent mal à l'aise, nous en discutons ouvertement, sans jamais agir dans l'ombre. Marché conclu. Le sourire de Sophie s'illumina d'une véritable chaleur. Marché conclu, dit-elle en me serrant la main. Au fil des semaines, notre groupe familial se mit à bouillonner d'activités pour organiser ce petit week-end. Les désaccords n'étaient pas rares, les objections de papa sur le budget se heurtaient aux envies de confort de maman, tandis qu'Émilie et Jacques réclamaient une piscine, mais entre rires et discussions franches, je redécouvrais peu à peu les liens qui nous unissaient. Pendant toute cette période, je m'appuyais sur les techniques enseignées par Madame Durand. Lorsque je sentais mes vieilles habitudes de soumission ressurgir, je prenais une grande inspiration pour affirmer mes besoins. Quand des rancœurs menaçaient de ressurgir, je les abordais ouvertement plutôt que de les laisser s'envenimer. Ce ne fut pas toujours facile. Des appels téléphoniques tendus et des conversations chargées d'émotions ponctuèrent cette phase. Mais progressivement, un changement subtil s'opéra. Ma famille semblait sincèrement vouloir reconstruire ce qui avait été brisé. Le week-end tant attendu arriva plus vite que prévu. Alors que nous nous enfoncions dans 2 voitures pour la route en direction de la Bretagne, un mélange d'appréhension et d'excitation me parcourut. C'était le véritable test de notre nouvelle dynamique. Notre hébergement n'était qu'un modeste cottage de bord de mer, loin du luxe démesuré des Caraïbes. Mais en posant nos valises, pieds nus sur le sable et bercés par le bruit des vagues, je pris conscience de la beauté de la simplicité. Ce soir-là, autour d'un feu de camp sur la plage, tandis que nous grillions des marshmallows et partagions nos histoires, une chaleur humaine m'enveloppa. En regardant les visages de ma famille éclairés par la lueur dansante du feu, je vis non seulement ceux qui m'avaient blessé, mais ceux qui s'efforçaient désormais de réparer les choses. Papa prit la parole, sa voix rauque d'émotion. Je pense que nous te devons de sincères excuses, Alexandre. Pas seulement pour ces vacances, mais pour tant d'autres choses. Ce fut l'une des discussions les plus franches et douloureuses que nous ayons eues en tant que famille. Des larmes, des accolades, des aveux et des promesses de changement se mêlèrent dans une atmosphère chargée de vérité. Rien n'était parfait, et de vieilles habitudes ressurgissaient parfois, mais c'était un début réel. Lorsque le feu s'éteignit et que nous regagnâmes le cottage, Sophie se rapprocha de moi et me demanda d'un ton léger, « Alors, qu'en penses-tu ? C'était une bonne idée, non ?» Je levai les yeux vers le ciel étoilé et répondis, « Oui, je pense que c'était un bon début. » Ce n'est pas la solution à tout, mais c'est un premier pas. Le reste du week-end se déroula dans une succession de balades sur la plage, de parties de jeux de société et de conversations sincères. Au moment de partir, alors que nous nous disions au revoir devant mon immeuble, maman me serra fort dans ses bras et murmura, « Je suis tellement fière de toi, Alexandre. Pour avoir défendu ce que tu es, pour nous avoir donné une chance de nous racheter. Je t'aime. » Je lui rendis son étreinte, la gorge serrée, et répondis, « Je vous aime aussi, maman. Nous allons nous en sortir. » En regardant les voitures s'éloigner, un sentiment de paix m'envahit. Le chemin serait encore long, parsemé d'obstacles et de conversations difficiles, mais pour la première fois depuis la découverte de cette trahison, j'avais l'espoir d'un avenir meilleur pour notre famille. Ce soir-là, en m'installant dans mon propre lit, j'ouvris mon journal. Madame Durand m'avait conseillé de continuer à écrire pour apaiser mes émotions, et c'était devenu un rituel réconfortant. Aujourd'hui, écrivis-je, marque un nouveau départ, non seulement pour notre famille, mais aussi pour moi. J'ai appris qu'il est essentiel de se défendre, de poser des limites et d'attendre de ceux qu'on aime qu'ils nous respectent. Pardonner ne signifie pas oublier, mais choisir d'avancer et de permettre aux autres de montrer qu'ils peuvent changer. Je fis une pause, tapotant mon stylo contre la page, méditant sur l'avenir incertain qui m'attendait. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Il y aura sans doute d'autres embûches, d'autres moments de frustration et de peine. Mais je suis convaincue que nous sommes désormais plus forts et plus sincères les uns envers les autres. Nous apprenons à communiquer, à respecter les sentiments et les limites de chacun,
et c'est cela qui me redonne espoir. Et demain, je reprends le travail. Ce sera comme revenir à ma vie d'avant, mais je ne suis plus le même. Je suis plus fort, plus sûr de ce que j'attends de mes relations. Je suis prêt à accueillir ce nouveau départ, quoi qu'il en coûte. En refermant mon journal et en éteignant la lumière, un léger sourire se dessina sur mes lèvres. Le chemin serait difficile, mais j'étais prêt à l'emprunter avec ma famille, imparfaite certes, mais avec l'espoir d'un renouveau sincère. Ainsi s'achevait le récit de mon épreuve, entre douleur et renaissance, trahison et espoir, dans l'espoir que, malgré tout, la famille reste le lien le plus précieux, méritant toujours qu'on se batte pour elle.